content de faire cet épisode-là parce qu'on va aborder un joueur, enfin, qui est surtout dans une équipe que nous apprécions tout particulièrement. Si je vous dis là comme ça d'un seul coup, pour vous, le plus grand joueur des New York Knicks. Comme je disais avant qu'on commence le podcast, moi je pense à Bernard King, mais bon, là je pense qu'on va parler de quand même de Beast forme de East quand même, l'homme que l'on surnomme Patrick Ewing, qui a quand même fait depuis 85 les beaux jours de New York. Ça c'est sûr, pour le coup, c'est un peu, c'est celui qui remet complètement New York sur la carte et puis bon, qui les a quand même fait tenir quasiment 15 ans, ouais c'est ça, 15 ans jusqu'au final 99 qu'ils ont encore une fois perdu. Mais pour le coup, ouais, je pense que c'est intéressant de revenir sur ce personnage parce on le sous-estime énormément, je trouve, parce que c'est quand même l'une des superstars majeures de l'équipe des Knicks, mais dont on ne parle pas tant que ça en fait au final. On s'attarde beaucoup sur des John Stark, sur des Charles Oakley, sur des mecs comme ça. Mais c'est vrai que Pat Ewing, pourtant c'est lui qui fait les beaux jours des Knicks, mais on n'entend pas tant parler que ça au final. Je sais pas ce que vous pensez, toi, tu penses quoi, Mapenda? Bah, je pense que tu as tout à fait raison. Parce que, après, je pense que c'est lié aussi à son parcours, à sa personnalité. Il faut savoir que Pat Ewing, il n'est pas américain. Enfin, il devient américain, mais il est né en Jamaïque. Mhm. Il grandit en Jamaïque dans les années 60 et à l'âge de 12 ans, il arrive aux États-Unis, à côté de Boston, dans la banlieue de Boston. Et je pense que le fait qu'il soit sous-coté aussi, c'est dû, comme je te disais, à sa personnalité, parce que déjà dans sa jeunesse, il subissait souvent des moqueries à cause de son accent, etc. Et je pense que ça va le suivre dans sa vie perso toute sa vie. Moi, je pense que c'est lié à ça, le fait qu'il soit sous-estimé. Mais arriver aux États-Unis à l'âge de 12 ans, bah, il ne fait même pas de basket au début. Et c'est en sortant un jour de cours que d'autres jeunes le voient. Ils voient un jeune de 14, 15 ans qui est super grand, de 14 ans qui est super grand. Et ils l'invitent à jouer juste parce qu'il est grand. Et à partir de là, bah, il ne va plus jamais quitter ce sport, hein. C'est ça. Donc pour revenir en effet sur l'historique de Patrick Aloysius Ewing. Donc il est né en 1962 du coup donc à Kingston en Jamaïque. Comme tu disais Mapenda, en effet de base le basket n'est absolument pas son sport parce qu'il excelle à la fois au cricket ainsi qu'au football, au soccer. Mm. Et voilà, c'était clairement pas son sport. Et après, bon, t'as très bien déroulé les événements. Donc c'est ensuite en venant donc dans le Massachusetts, c'est exactement à Cambridge, qu'il va commencer à toucher ses premières balles et ensuite ne va plus du tout quitter ce sport et qui va derrière l'emmener sur notamment une carrière universitaire qui aura été quand même plutôt remarquable avec un très bon palmarès dans la fameuse université de Georgetown. Mm. Georgetown qui de base n'était pas son université de prédilection. Il était censé rejoindre Dean Smith à North Carolina. Sauf que bon, on connaît un petit peu les tensions historiques dans cet État dans les années 70-80, où tout simplement, donc il avait émis son intention donc d'intégrer l'université donc de Chapel Hill, mais il a reçu des menaces. Il a même été pris à partie, je crois, lors de sa visite justement à la fac par des membres du Ku Klux Klan. Donc qui l'ont clairement dissuadé d'y aller. Et au final, donc il a visité d'autres facs telles que UCLA ou Villanova, mais donc au final il aura posé ses bagages dans l'université de Georgetown qui était
qui est en soi une université qui est très très connue pour ses grands pivots qui en sortent. Mais qui à l'époque était pas aussi considéré que maintenant, faut le rappeler Oui, quand même. bah, C'était il une en petite a fait fac à l'histoire. l'époque. Oui, oui, c'est sûr. Il y contribue fortement. Non, non, c'est clairement ça. Du coup, Polo, tu veux passer un petit peu sur sa carrière universitaire? Bah, il a quand même fait 3 finales universitaires, hein, donc il en a gagné une et il en a perdu deux. Donc, comme tu disais, je pense que le pedigree est assez bon, hein. Je pense que comme c'est une fac en plus qui permettait aussi aux big men de se développer. Donc, je pense que malgré les circonstances, c'est quand même un bon choix pour lui. Ça lui permet de se mettre en valeur, de montrer qu'il a des capacités à son poste. Et je pense que ça lui a permis aussi d'accéder à cette draft de 85. Donc je pense que pour le choix, ça valait le Mm. coup. Et puis ça montre aussi que c'est un cursus long pour son cas aussi. Donc tout est bénéfique, à mon avis, à son niveau. Ouais, c'est sûr. En plus, pour revenir un peu sur son parcours à Georgetown, pour moi, c'est l'un des meilleurs parcours du basket universitaire aux États-Unis, parce qu'en 4 ans, bah, comme tu as dit, Polo, il fait 3 finales. Mhm. Il en perd deux, il en gagne un, mais il perd sa première année contre North Carolina, justement, avec il y avait Michael Jordan, Sam Perkins, donc grosse équipe, et il perd de très peu. Il est titulaire, donc du coup, dès sa première année à la fac. L'autre finale, il la perd contre Olajuwon. Et donc, ça veut dire que des adversaires, on va le voir par la suite, qu'il va retrouver durant toute sa carrière. Mm. Et il en gagne quand même une. Il en gagne quand même une. Fort de ces 4 années, bah, franchement, 4 années pleines, il se présente à la draft 85 où il est choisi en première position par les Knicks, logiquement. Est-ce qu'on rappelle quelques noms de la draft 85 ou ça va? On parle de Karl Malone, on parle de Charles Oakley, donc bon, Pat Ewing qui termine numéro 1, il y a des Chris Mullin, Detlef Schrempf, Joe Ouais, Dumars, grosse donc draft. voilà, il y a quand même, voilà, il y a quand même de sacrés noms Ah oui, oui. sur cette draft. Et en effet, donc il va terminer premier donc de cette draft, et il y aura même Pat O'Brien qui est un célèbre commentateur radio qui était aussi broadcaster avec CBS qui a juste dit qu'on avait eu l'ère de Mikan, l'ère de Russell, l'ère de Karim, donc Abdul-Jabbar, et maintenant on a l'ère de Pat Ewing. Donc c'est déjà pour dire à quel point on l'attendait déjà à partir de cette draft et les prédictions qui étaient faites, qui étaient clairement faites sur son potentiel en fait. Mhm. Bon, la prédiction qui était justifiée, parce que c'est vrai qu'il a, comme l'a dit Mapenda, il a clairement montré au niveau de la fac qu'il avait les outils pour être une valeur sûre dans la ligue. Ouais, complètement. Et en plus sur sa première saison donc rookie, bah, il va directement mettre le ton. Il va terminer donc la première saison avec déjà rien que la bagatelle de 20 points, 9 rebonds et 2 passes et plus de 2 contre, ce qui est déjà énorme pour un rookie tout simplement, Oui, avec bah oui. des pourcentages en plus très corrects pour le coup. Et voilà, c'est automatiquement, voilà, il commence déjà à mettre son nom, même si les résultats de New York ne sont clairement pas en rendez-vous pour le moment. Ouais, c'est sûr, ils sont pas au rendez-vous parce que les 2 premières années, il rate beaucoup de matchs. Je Mm. crois la première année, il en rate 32, la deuxième, il en rate 23. Lui, malgré tout, quand il joue, il tient son rang, hein. Comme tu as dit, 21 points, 9 rebonds, mais dans une équipe où il y a pratiquement personne qui galère dans le fond de la conférence Est. Donc, du coup, on a les 2 premières années qui sont hyper compliquées. Et en fait, le tournoi, il va avoir lieu. Je pense que le premier tournoi, il a lieu en 87 quand New York draft Mark Jackson, qui Mhm. sera futur coach de Golden State. Donc, il le draft à la troisième position. Mark Jackson, c'est un meneur hyper talentueux. Et à partir de là, en fait, les résultats, ils vont commencer un peu à décoller.
Et déjà à ce moment-là, déjà Pat Ewing, il faut savoir qu'il est beaucoup sous les critiques, mais c'est un gars, il a une éthique de travail énorme. Donc ça veut dire que il travaille d'arrache-pied pour pouvoir prouver qu'il peut amener son équipe loin. Et ça, plus la draft de Mark Jackson, ça va, comme je te disais, remonter les résultats. Et du coup, en 88, ils se retrouvent directement au playoff. Et malheureusement, ils perdent contre les Celtics. Donc après, à l'époque, c'était le grand Celtics avec les Kevin McHale, les Larry Bird, etc. Mais bon, cette draft-là, quand même, de Mark Jackson marque quand même le début de l'ascension de Pat Ewing et de New York dans la NBA. Non, c'est carrément ça. Et ça va être clairement, bon, voilà, ils sont tombés direct sur Boston. Bon, on connaît, on connaît Boston de cette époque-là. Bon, on va dire que l'issue était un minimum logique. Par contre, ils vont très bien se rattraper sur la saison d'après et il va quand même y avoir un gros bond en termes de résultats parce qu'on passe de 38-44. Hein, ils ont quand même réussi à se qualifier en étant en négatif et pas qu'un peu pour le coup. Et la saison d'après, ils vont terminer à 52-30. Donc, ils vont terminer premier de la division Atlantique. Et ça va être, voilà, là, ça va être Deuxième vraiment, de conférence. voilà, deuxième de conférence. Ça va vraiment être comment dire, ça va vraiment être le tremplin pour ces Knicks, avec notamment une première victoire aussi en playoff, donc au premier tour face aux Sixers. Hein, ils leur mettent un sweep, ils leur mettent un 3-0. Avec Charles Barkley en face. Hein. En plus, voilà, oui, t'avais un Charles Barkley qui était quand même pas loin du sommet de sa forme. Et bon, derrière, ils vont perdre quand même en demi-finale face aux Bulls. Voilà, face aux Bulls de Jojo, qui montaient aussi complètement en puissance, sachant que derrière, il y avait aussi la fameuse muraille qui s'appelle les Detroit Pistons. Donc voilà, c'est quelque chose que voilà, il y a Pat Ewing qui commence aussi à monter clairement en puissance, et qui commence à prendre. Ça va surtout être sur la saison 89-90 où là il va commencer vraiment à être au top de sa forme. Ouais, mais c'est surtout aussi, c'est grâce pour une fois, à la clairvoyance des dirigeants de New York qui essaient de lui donner aussi une aide pour qu'il puisse faire le moins de boulot possible dans la raquette en faisant arriver Charles Oakley du côté des Knicks. Ça lui permet aussi d'être plus offensif, d'être plus agressif dans la peinture. Donc c'est vrai que, comme tu as dit, ça portera aussi ses fruits dans les saisons précédentes. La saison prochaine, excuse-moi. Ouais, c'est sûr. En plus, à 98, il met clairement la barre haute. Hein. Il a 28 points, même si après 28 points de moyenne. Après, au niveau des résultats, c'est pas aussi bien qu'en 89, parce qu'ils sont que 5e à l'Est. Mais lui, sur le coup, à titre individuel, c'est vraiment le début de ses meilleures saisons, sachant que déjà, ce qu'il faisait avant, c'était quand même vraiment pas mal du tout. Hein. Bah, c'est ça, et en plus, la 89-90, il fait une saison pleine. Il y avait aussi 87-88. Bon, de toute façon, il va avoir quand même un espace de 5-6 ans où il va réellement faire des saisons complètes, où il va être épargné par les blessures, ce qui sera pas forcément le cas par la suite. Donc voilà, il peut clairement s'exprimer. Il est en effet de plus en plus aidé. Il y avait aussi un bon petit meneur que j'aimais bien à l'époque qui s'appelle Rod Strickland, qui venait tout juste d'arriver, hein, qui était tout frais. Et en effet, donc là, les Knicks commencent réellement à avoir des résultats réguliers. Ils font régulièrement aussi des performances en play-off. 89-90, voilà, ils passent face aux Celtics de Boston, 3-2. Bon, ils vont échouer face aux futurs champions, les Detroit Pistons, 4-1. Mais on va quand même sur voilà comment dire, on va quand même dans le bon chemin pour le coup sur les saisons de New York. Alors après, voilà, il va continuer avec de bonnes moyennes, 26 points, 11 rebonds. Voilà, il va tourner entre 24 et 26 points avec à peu près 11 à 12 rebonds jusqu'à à peu près 94-95. Et il va commencer à avoir aussi de grosses confrontations face aux Bulls, notamment face aux Pacers, où il va aussi faire de sacrées performances.
Je pense que il faut aussi préciser que tout ça, c'est aussi grâce à l'arrivée de notre ami Pat Riley qui Ouais, a permis Tout à fait. à Ewing d'avoir aussi de nouvelles armes comme John Stark, comme Anthony Mason, des personnes qu'on a essayé d'ajouter au collectif pour que les Knicks soient vraiment une équipe à l'Est dans la durée. ouais, exactement. En fait, l'arrivée de Pat Riley, comme tu dis, Paul, il va être déterminant parce que lui, il sort de quand même plusieurs années du côté des Lakers avec Magic, avec Magic et le Showtime. Donc, ça veut dire que lui, les titres, il a l'expérience des titres, il a l'expérience du jeu spectaculaire et il va ramener tout ça avec lui. Mais le problème avec New York, c'est qu'il tombe toujours sur un mec durant ces années-là qui s'appelle Michael Jordan et les Bulls. Ça va donner, sur toute la période de 89 jusqu'à la première retraite de Jordan, bah, ils se feront quasiment à chaque fois battre par Chicago. Parfois de peu, parfois avec un score plus large. Mais ces confrontations-là, tu sens déjà il y a une hostilité entre les deux équipes. Ça se rend coup pour coup, ça se bat. C'est vraiment compliqué, mais au final, Jordan et les Bulls, ils arrivent toujours à s'en tirer, en fait. Et du coup, arrivé vers 92, etc., il y a encore les critiques qui reviennent. On se dit peut-être que les Knicks, ils ont un plafond de verre au-dessus d'eux. Et est-ce qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'ils vont arriver à percer ce plafond-là pour aller goûter au final? Mais au final, l'élément qui va faire que ils vont y arriver aussi, c'est la retraite de Jordan au final. Le mec qui les a tapés une, deux, trois, quatre fois à chaque fois, va prendre il faut le dire, hein, va prendre sa retraite. Hein. Non, Parce mais que sans Jordan, c'est je ouais. pense que ça va un peu plus loin en playoff quand même. Hein. Bah, c'est carrément ça. En effet, de toute façon, pour les Knicks, la principale barrière, comme tu l'as très bien dit, ce sont les Bulls. Ce sont clairement les Bulls de Jojo. Ils ont failli réussir à y passer, c'était en 92, sur les demi-finales de conférence justement face aux Bulls, mais voilà, ça se joue, ce genre de série qui se joue au Game détail. 7. Voilà, Ouais. match 7. Et Mhm. malheureusement, bon, on sait très bien que les Bulls, lorsqu'on parle de match 7, ils sont Ils sont toujours à fond. présents. C'est ça, exactement. Donc du coup, voilà, ça va être ça en effet jusqu'à la retraite de Jordan. Et là, dès que Jordan prend sa retraite, bah automatiquement, Pat Ewing il annonce, ça y est, c'est notre année, on y va à fond. Et, euh, et il sera l'un des principaux partisans, en effet, de cette campagne 93-94 et qui va les amener jusqu'au final, jusqu'à une confrontation avec certains Houston Rockets et un certain Hakeem Olajuwon. Et quelle série! Ouais. Et il faut dire aussi, avant ça, en demi de conférence, ils réussissent enfin à taper les Bulls, mais difficilement en 7 matchs. Mais bon, je pense que ça n'a pas la même saveur vu que Jordan, il est pas là. C'est ça. Donc, mais bon, au final, ils arrivent quand même à gagner. Et du coup, ouais, finale 94 contre Houston. Et je sais pas, Paul, ce que tu en penses, mais pour moi, sur ces finales-là, voilà, Johan, il lui donne une leçon, tu vois. Il lui donne une leçon sur pratiquement tous les matchs. Hein. Glou, glou, Ouais, glou. c'est ça, mais après, Avec le poids. il faut préciser pour nos auditeurs que Olajuwon était vraiment connu pour avoir un footwork déjà de base qui est quasiment légendaire. Enfin, je pense que toi, Mapenda, qui est pivot, je pense que ça, c'est vraiment, c'est des Ouais, c'est la bonbons, référence. c'est les bonbons pour ton esprit. C'est vraiment, c'est Ouais. génial. Et c'est vrai que pour le coup, être confronté à un joueur comme Olajuwon qui maîtrise vraiment tous ses fondamentaux, même pour une personne qui est très forte dans la peinture, c'est un vrai calvaire. C'est un vrai calvaire à défendre, c'est un vrai calvaire à savoir où il va se placer, où il va jouer. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence hein, sur ces finales-là. Même si il était aidé avec Starks et consorts, je pense que Olajuwon a vraiment pesé quand ça comptait dans ces finales. Ouais, c'est sûr. Après, mais même sur leur confrontation directe, quand même, tu vois quand même qu'il galère, tu vois, face à lui. Là où d'habitude, Ewing est le meilleur scoreur, là, ça sera pas le meilleur scoreur sur la plupart des matchs de cette finale. Il y a John Stark qui prend le relais sur le match 1, il met 35 points, quelque chose comme ça.
Il y a juste sur match 5 où il réagit bien quand New York, parce que New York va mener sur cette série-là au match 5, il gagne le match 5. Et sur ce match-là, il fait 8 contre. Donc, c'est limite son meilleur match de la série. Mais par exemple, après, ils perdent, alors que s'ils gagnent ce match-là, ils gagnent le titre, ils perdent de 2 points contre Houston, du coup, sur le match 6. Là, c'est le match où John Stark il rate son buzzer parce qu'il se fait contrer par Olajuwon. Et pour moi, en fait, c'est l'image de la finale. C'est à l'image de la finale où c'est Olajuwon, en fait, qui décide de l'issue de la série. Après, sur le match 7, il est aussi complètement bouffé par Olajuwon. Et même le mec qui arrivait à le seconder quand lui était un peu plus en difficulté, John Stark, il fait un 2 sur 18 au tir sur le game 7. Ah, il se trouve Donc complètement. Ouais, non, il se trouve complètement et à partir de là, c'était mort pour eux, quoi. C'était mort pour eux. Bah, c'est ça, c'est en fait le vrai match bascule pour le coup, c'est clairement le match 6, c'était le match à pas perdre. Ouais, Et, il le perd de et 2 points. c'est ça, ils le perdent de 2 points et je pense que ne serait-ce que psychologiquement, ça les a un peu abattus, ça a été un peu le coup de massue. Mais oui, après, sur la série dans sa globalité, voilà, c'est comme on disait, Olajuwon est clairement au-dessus et comme tu l'as très bien dit, c'est lui clairement qui décide en fait de l'issue de la série. Et parce que sur cette série, Olajuwon termine quand même à quasiment 27 points, 9 rebonds, quasiment 4 blocs. Ouais. Il est juste impérial. Ouais, non, mais c'est trop. Franchement, c'est trop. Et il refera, de toute façon, pour les gens qui nous écoutent, sur l'épisode sur Olajuwon, il refera la même chose après au jeune Hmm. Shaq. Hein. Lui, en finale NBA, le mec, il vient pas pour blaguer. Hein. Lui, c'est son adversaire direct, il le broie de bout en bout. Ouais, je trouve quand même pas autant que Ewing, hein, parce que quand tu regardes bien Oui, la finale 95, Shaq il fait Il y a sa du série, hein. répondant. Il y a du répondant Ouais. quand même. Mais oui, c'est il y vrai a du que répondant. Oui, c'est sûr qu'il y a du répondant. Après, c'est le jeune Shaq. oui, Là, Ewing, ça fait quand même quoi, 9 ans, presque 10 ans qu'il est dans la ligue. Alors que Shaq, en 95, il a quoi, 3 4 ans dans la ligue. Et c'est pas forcément ouais. pareil, en fait. Après, c'est sûr que physiquement, Shaq était plus à même de contenir Olajuwon. Même si après, Ewing est aussi une bête physique. Hein. Mais cette défaite, en tout cas, elle sera terrible pour New York parce que bah, t'as Pat Riley qui décide de partir. Il commence du coup un nouveau projet à Miami. Et je pense que cette finale-là aussi marque la fin du prime de Pat Ewing parce que on se dit limite après quand on regarde sur l'ensemble de sa carrière que c'est à ce moment-là qu'il aurait dû gagner. C'est vraiment là qu'il rate le coche pour moi. Ouais, c'est ça. Pat Riley, attends, c'est pas la saison d'après, c'est en 95, je crois qu'il part. Non, je crois qu'il part le lendemain de la finale. Hein. Je crois que l'été qui suit la finale, il part. Hein. Non, parce Si que c'est ça, c'est ça. Il part le lendemain des finales NBA pour rejoindre le League de Miami. Ouais, non, non, attends, c'est bien ça. c'est pas après la désillusion face aux Pacers en 95, parce que pour moi, il est toujours head Ah coach, hein, oui, en si, t'as raison. 94. Oui, oui, Ah oui, t'as raison, 94, c'est vrai. 95. Ouais, t'as raison, t'as raison. Et, Mais mais bon, bon, après, tu sens quand même que après cette finale-là, ça sera plus jamais la même chose Ouais, pour lui, quoi. il a plus la tête à ça. Oui, c'est sûr. oui, non, c'est clairement ça. Il a clairement plus la tête à ça. Bon, même si la saison, voilà, la saison 94-95 est toujours bonne, mais là, c'est, alors je pense que c'est ça aussi qu'on reproche à Ewing, c'est lorsqu'il y a vraiment un match coup près ou une action coup près à faire, bah malheureusement, il répond pas si présent que ça. Et ça va clairement être la preuve, notamment sur la saison 94-95, où match 7, demi-finale de conférence face aux Pacers, il a un potentiel, il a une action où il peut potentiellement égaliser. Il se retrouve tout seul. Ça me fait rire parce que c'est fou quand même. Tu te dis que tu es en NBA, tu es à ce niveau-là. Mais bon, enfin bref, tu es au buzzer, tu es tout seul devant ton panier, tu as juste à déposer le ballon pour égaliser. Et ben non, ça fait un fond de cercle et ça ressort et du coup bah on part pas en prolongation et ce sont les Pacers qui partent en finale de conférence.
Ouais, après, c'est là que tu vois C'est que ça se ouf. joue vraiment à rien, hein. C'est vraiment ouf, hein, parce que là, comme tu dis, il rate le layup. Et tu as aussi les 8 points en 16 secondes de Reggie Miller. Oui. Et le choke game, là, après, il se retourne. Il fait le signe à Spike Lee, là, mythique de dingue. Mythique de dingue. Mais c'est là que tu dis vraiment que ça tient quand même à un fil, hein. C'est une carrière NBA, hein. Tu rates un layup qui peut t'amener encore une fois en finale Oh, NBA. mais Et après, du coup, bah, l'épée. Ouais, vas-y. excuse-moi, Mapenda, mais je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais au début du podcast, c'est que c'est par rapport à sa personnalité, donc ça a un impact sur sa mentalité. Comme c'est une personne qui n'a pas forcément confiance en lui, euh, tu vois une personne comme Jordan quand il parle de lui, tu sens qu'il est confiant. Il y a des Mm. actions comme ça où lui, il tue. Et je pense que Ewing, c'était pas un tueur, c'était un mec, c'était un combattant, c'était un warrior, mais c'était pas un assassin. Donc, par rapport à sa personnalité, ça, c'était pas en adéquation, tu vois. Ouais, après, t'as raison, mais ce qui est étonnant, c'est que lui, il se pose en personne qui ne ressent pas la pression, en fait. Et il y Ah a un oui. interview qu'il donne quand il se fait drafter. Le journaliste lui pose la question, est-ce que le fait de jouer à New York avec l'engouement, la pression, etc., qu'est-ce que ça vous fait? Lui, il répond, quelle pression, tu vois. Donc, ça veut dire que lui, il se présente comme quelqu'un qui a peur de rien, etc. Ouais. Et on verra bien que ça sera pas le cas dans ces moments chauds Mm. au, dans les moments les plus importants de sa carrière. Parce que quand tu rates un lay-up comme ça, tout seul, alors qu'il y a une finale NBA qui se joue au bout, même un coach en DM4, il te met sur le banc, tu vois. Donc c'est vraiment incroyable. Non, mais c'est vrai. Même un coach en loisir, il peut pas tolérer ça. Donc c'est vraiment dingue qu'un mec comme Patty Wing, visage de la franchise, il puisse rater des choses comme ça, hein. Bah malheureusement, c'est ce qui est quand même arrivé. Mais ouais, là, par contre, en effet, comme tu disais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment, en fait, c'est vraiment, alors ce match, cette série où l'action justement de Pat Ewing qui rate, qui fait rater la qualification en finale de conférence en 95, je pense que c'est clairement le déclic en fait pour Pat Riley. Bon, déjà, sachant que au niveau du management, le management ne voulait clairement pas qu'il prenne plus de De poids, place. Oui. voilà, plus de place dans le management des Knicks. Mais je pense que là, ça a clairement été le déclic, lui disant bon bah allez, faut que je me casse. On a fait tout ce qu'il fallait pour essayer d'accrocher un titre. On a la voie même qui est grande ouverte pour avoir un titre en l'absence notamment de Jordan. Mais non, il y a rien qui y fait. Voilà, je me casse, sachant que le Heat en plus lui propose un poste à la fois de head coach et en plus de directeur des opérations basket. En même temps, j'ai envie de dire pourquoi refuser. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'était une opportunité qu'il n'aurait pas eu ailleurs, donc il s'est dit, il me donne ce que je veux, allons-y. C'est ça, et Ouais. en même temps, il a réussi à avoir aussi des mecs comme Alonzo Mourning. Voilà, il a quand même en plus un sacré effectif derrière. Et ces deux équipes, du coup, vont se retrouver notamment sur les playoffs 97, sur lequel d'ailleurs on fait un très bon podcast pour info. N'hésitez pas à aller le consulter. Mais c'était le fameux retour du Heat, du Heat face aux Knicks sur les demi-finales de conférence 97. Alors là, c'est clairement une série où ça va quasiment se taper, mais à tous les matchs. Tu parles Cette de la saison série. 97-98? Non, pour les playoffs. Alors, le truc, ouais, c'est que tu as en fait, t'as tout un fil rouge. Ça Ouais. commence d'abord sur les playoffs 97. Ensuite, en effet, ça va se suivre plusieurs années Ouais. d'affilée. D'accord, ok. Donc pour le coup, voilà, c'est le retour de Riley à la Big Apple. Et bon, c'est quand même New York qui va en sortir le plus souvent vainqueur. Mais voilà, c'est quand même ça. En tout cas, pour revenir, c'était quand même le déclic, je pense, pour Pat Riley de partir. Mm. Ouais, c'est sûr. Après, même quand il part, t'as pas mal de changements au niveau de l'équipe. T'as Oui, des mecs comme Doug Christie ou Charles Smith qui quittent l'équipe. Il y a en coach, t'as Jeff Van Gundy qui arrive. Après, à ce moment-là, New York, c'est toujours une place forte à l'Est parce qu'il y a Pat Ewing qui, toujours individuellement,
arrive à porter son équipe en playoff. Il est bien secondé par Anthony Mason, mais sur les lignes arrière, ça va s'avérer être trop juste parce que à titre d'exemple, Anthony Mason, par exemple, il est le meilleur passeur de l'équipe sur la saison et il a 4,2 passes. Donc, tu peux m'expliquer ce que tu veux, mais tu peux pas aller en finale ou même ne serait-ce que gagner quand ton meilleur passeur, c'est ton ailier fort, quoi. Donc, Ouais. donc là encore, ils reperdent encore cette fois face aux Bulls sur la saison 95-96. Bah, futur champion, retour de Jordan aux affaires. Bah, on reprend les défaites comme à l'ancienne. Hein. Ouais. Donc, mais c'est incroyable. Hein, ça veut dire que ce mec-là, quand même, il doit faire des cauchemars de Jordan. Hein, de sa première finale en NCAA dans les années 80 à la fin des années 90. Le mec perd au moins 5-6 fois contre Jordan quand même. Hein. C'est Ah bah, incroyable. il aura tout le temps été bloqué par lui, hein, quasiment. Mm. Ouais, ouais. Ouais. Donc, c'est juste fou. Donc voilà. Donc bon, malheureusement, c'est un peu la réputation des Knicks qui est bah, de choke, hein, clairement sur les années 90, de jamais être capable de terminer le business. Donc voilà pour cette période-là. Après, il y a notamment sur la saison 98, enfin 97-98, on a failli le perdre, hein, n'empêche Pat Ewing, hein, parce qu'il a failli sa carrière a failli être mise entre parenthèses à cause d'une grave blessure. Si je me rappelle bien, c'était au niveau du poignet ou en tout cas c'était à la Ouais, main. Si, c'est ça, poignet poignet gauche. gauche. Ouais, poignet gauche. Ouais. Ouais, voilà. Donc sur une tentative de dunk, je crois que c'était face à Milwaukee. Donc il va avoir fracture ouverte, je crois, avec une dislocation complète d'un os. Bon, enfin bref, la totale. Des ligaments déchirés. Bon, bref, là, c'est vraiment La le sale total blessure. package. Ouais, le Mm. total package. Mais heureusement, bon, il a réussi à se faire opérer pour éviter d'avoir des dommages notamment nerveux, donc ce qui a pu le faire revenir sur les terrains. Et finalement, bon, il aura juste manqué les 20 derniers matchs de la saison en cours, mais par contre sur la, enfin non, je dis une bêtise, il avait raté 20 matchs, c'est ça, il avait raté 20 matchs sur ces 10 dernières saisons, et là d'un seul coup, bah, il va en rater 56. Et bon, il a quand même été capable de se remettre de sa blessure. Mais bon, c'est pas, voilà, on va plus retrouver non plus le Pat Ewing qui pétait la forme jusqu'à cette blessure-là. Non, et c'est sûr que cette blessure-là, je crois, si je me rappelle bien, il l'a contractée en décembre. Donc déjà, quand il se blesse, on se dit que les New York est capable de pas aller en playoff à la suite de cette blessure. Mais après, tu as des joueurs comme Alan Houston, Larry Johnson Mm. qui vont faire le travail, qui vont permettre à l'équipe d'aller chercher quand même une septième place pour aller affronter, bah, du coup, tu en as parlé, Miami, au premier tour. Et là, ils font un petit upset parce que personne n'attendait à ce qu'ils tapent Miami cette année-là. Mais au Ouais. final, ça suffira pas puisque le tour d'après, ils tombent encore contre Indiana. Et là encore, tonton Reggie. Non, mais c'est toujours les mêmes. Hein. C'est toujours les mêmes qui le stoppent, ce mec-là. C'est incroyable. Si c'est pas Jordan, c'est Reggie Miller. Et du coup, sur cette saison-là, bah pareil, ça passe pas non plus. Et après, la saison d'après, bah, elle est un peu particulière parce que là, il se passe quand même deux trucs majeurs. C'est que déjà, c'est l'année du lockout. Donc, tu as une saison qui est raccourcie. Tout à fait. New York essaye quand même encore de capitaliser sur la fin de carrière de Pat Ewing. Mais tu sens que voilà, ça commence un peu à baisser. Charles Oakley, c'est pareil, lui aussi, il est sur la fin. Du coup, même lui, il est échangé contre Camby. T'as Latrell Sprewell qui arrive de Qui Golden arrive. State, ouais, donc personne. Sachant qu'il Ouais, avait ouais, été suspendu, je sais plus combien de matchs parce qu'il avait étranglé ouais, PJ ouais, pour Carlesimo mal. la saison d'avant. Exactement. Ouais. Franchement, le pire c'est que, excuse-moi, je te coupe vite fait, mais le pire c'est que la saison 98-99, en tout cas le début de saison, est
on va dire au niveau de l'ambiance C'est de dégueulasse. l'ambiance des Knicks, c'est une catastrophe. Ouais, non, c'est une équipe de cassos, hein. Ils ont construit une équipe de cassos et personne les voyait faire le parcours qu'ils vont faire après, hein. Non, c'est clairement ça. Et donc au final, ils vont terminer avec un record donc de 27-23, qui arrive quand même à se qualifier en playoff. Et par contre, bah là, c'est la grande surprise. Bon, bah ils retrouvent au premier tour le Heat de Miami. Ça va au bout des 5 matchs. Pour rappel, à l'époque, c'était 5 matchs pour le Premier premier tour. tour. C'était le meilleur des 5 matchs. Donc, ils passent 3-2. Ensuite, ils affrontent les Hawks d'Atlanta. Alors là, on fait pas dans le détail, ça se termine en 4-0 direct. Ouais. Après, donc en plus avec une bonne confrontation avec Dikembe Mutombo, si je dis pas de bêtises sur cette série-là. Ouais. Je crois qu'il y était, hein, en plus. Ouais, il y était déjà sur. Ouais, Atlanta, ouais, ouais. Mais par contre, il se fait boire, Mutombo. Par qui? Bah, par Pat, hein, notamment. Bah, Pat, je crois que sur cette saison-là, il joue pas beaucoup, hein, les playoffs, hein. Bah, il joue pas énormément, mais bah oui, non, ça va. Il fait quand même des stats. Bon, en soi, les deux se neutralisent. Je pensais qu'il était quand même un peu plus haut que ça, mais en fait non, c'est la 13 Sprewell en fait qui roule complètement sur la série. Ouais, ouais, Ouais. c'est Sprewell et même Camby qui, défensivement aussi, montre des choses intéressantes. Mais ouais, du coup, ils arrivent quand même à passer malgré toutes ces blessures-là contre les Hawks au deuxième tour, du coup. Et ils arrivent contre Indiana en finale. Et là aussi, pour une fois, ils arrivent quand même à les battre à la surprise générale. Et ils se présentent au final face aux Spurs. Larry Johnson, le shoot à 4 points. Et oui. Exactement. Eh oui, la grand-mère. Mais ouais, donc du coup, bah, c'est voilà, ils arrivent quand même à battre, on va dire, leur vieux démon, hein, du coup, en passant notamment les Pacers. Bon, après, voilà, bon, on connaît la finale contre les Spurs. Tu as le duo qui roule surtout Robinson-Duncan, hein, les tours jumelles. Bon, Mm. ils essayent quand même de faire bonne figure, les Knicks, mais les Spurs sont bien trop au-dessus et ça va se terminer en 4-1 sur cette série. Je ne sais pas s'il y a des choses à ajouter sur cette campagne 98-99. Non, pas grand-chose, mais après que je pense que là même sur la finale, il n'y avait pas Patrick Ewing et puis Larry Johnson était limité, Oui, donc forcément pour Duncan Robinson, c'était un peu emballé, c'est pesé, j'ai envie de dire, hein. C'était vraiment on finit le job et, c'est ça. Ouais. et puis voilà, hein. Bah, après, moi, je trouve que c'est un mal pour enfin, d'un point de vue juste observateur sur la carrière de Patty Ewing, moi, j'aurais trouvé triste que New York gagne, sachant que Patty Ewing n'a quasiment pas joué des playoffs, tu vois. Le Ça mec, aurait été moche. ouais, ça aurait été moche quand même, on est d'accord, hein. Hmm. Mais Non, non, bon, ça aurait été clairement moche. Mais bah, ça aurait été moche, mais ça se trouve, hein, ça aurait clairement dit quelque chose sur le personnage. Hein. Ah oui, ça c'est-à-dire. renvoyer un message sans même avec son wig, on arrive à gagner, c'est quand même quand même Non, dur. c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, après, sur la saison 2000, bah, il y a toujours des résultats, hein, parce que voilà, hein, ça. Bon, il termine troisième de l'Est derrière les Pacers et le Heat. Ça arrive encore en finale de conférence, hein, en ayant sweepé les Raptors et en rebattant une nouvelle fois le Heat. Mais bon, là, on revient un peu dans les travers. Il y a les Pacers qui sont clairement déterminés. Bah, c'est un peu l'année ou jamais, hein, pour eux pour avoir un titre. Donc voilà, ça va se terminer malheureusement pour eux en 4-2 sur la finale de conférence avant donc pour les Pacers avant de rencontrer les Lakers sur la finale de 2000. Et là, après, il se passe un truc franchement, pour moi, c'est un truc de ouf ce qu'ils font, non, il faut le dire. Et Je ils pense, sont ouf. c'est- Ils sont ouf. Je sais pas si c'est Nolan déjà qui est là ou c'est un autre, mais c'est un truc de ouf. Le manque de respect qu'ils font. Le mec, il le trade à Seattle.
le respect n'existe clairement plus. Non, mais Bah, laisse tomber. tu as un nouvel exécutif en fait aussi hein, qui arrive hein, sur notamment la saison 99-2000 hein, qui est Scott Layden Mhm. et en fait bah, lui il va faire du ménage. C'est aussi simple que ça et bah, il va envoyer oui bah, alors, je pense que c'est l'un des joueurs qui a été le moins respecté parce qu'en plus c'est sur la même je crois que c'est sur la même période où tu as à la fois Pat Ewing qui est envoyé aux Sonics et en parallèle, tu as Hakim Olajuwon, je crois, ou c'est la saison d'après, je me rappelle plus, qui est envoyé aux Raptors. Pour Olajuwon, je sais pas trop. J'ai pas les infos sous les yeux. Mais en tout cas, pour Pat Ewing, c'est un manque de respect total pour moi, hein, parce que le mec, il vient de faire 15 ans, deux finales NBA, même si sur la deuxième, il est blessé. Mais je pense que quand même, c'était le leader du vestiaire, c'était l'image de la franchise, encore une fois. Des défaites quand même honorables, même si c'était dommage, mais contre des mecs qui étaient simplement plus forts que lui, notamment Jordan, tu vois. Hmm. Et moi, personnellement, je trouve que c'est un gros manque de respect qu'ils font New York en tradant leur plus grande légende. Et d'ailleurs, depuis, j'ai l'impression que c'est comme une malédiction, en fait. C'est galère sur galère, mauvais choix sur mauvais choix. Et Ah, les adeptes du vaudou diront que c'est lié, hein. ouais, je pense qu'il y a beaucoup de karma, comme tu dis. Même là, enfin, on en parlait avant le podcast, le fait que même là, récemment, il a essayé d'aller au Madison et que les personnes ne l'aient pas reconnu. Ouais, Tu vois ça bien qu'il n'y craint a aussi. pas, il y a pas, comme tu as dit, une notion de respect. On en parlait, on en rigolant avant, on disait que si Tony Parker il va à la TD Center, tout le monde va le reconnaître. Si Shaq il va au Staples Center, tout le monde va le reconnaître. Il n'y a pas de problème. Et là, que comme une légende de son club, on le reconnaisse pas, Hmm. ça en dit long, comme tu disais, que là, bah, après, c'est que pour, on va dire, c'est que pour la cash machine. C'est-à-dire que là, on va dire qu'on sait que les Knicks ont une valeur marchande qui est importante. Là, le but, c'était d'alléger un peu la masse salariale pour pouvoir peut-être derrière faire des mouvements pour sportivement être efficace, mais un minimum de respect pour une personne qui a passé 15 ans, enfin une dizaine d'années dans un club et qui s'est donné corps et âme à cette équipe. Ouais, non, franchement, c'est quand même très moche pour lui de terminer comme ça, mais bon, que veux-tu, hein, c'est l'industrie de la NBA hein, qui malheureusement est sans pitié. Donc en tout cas, voilà, il terminera avec une année à la fois donc à Seattle, puis ensuite avec le Magic, et il annoncera bah, en toute logique, hein, parce que de toute façon, il était plus du tout mis à contribution dans ses équipes, donc il annoncera sa retraite le 18 septembre 2002. Donc Mhm. avant, pas très, ouais, juste avant le training camp. Et voilà, donc il annonce sa retraite et la saison d'après, il arrivera à trouver son premier rôle son premier rôle sur le banc en tant que coach assistant chez les Wizards. Donc voilà. Ouais, Est-ce que ouais, après aussi à noter que le New York se rattrape quand même, mais bon, c'était logique. L'année d'après, en 2003, hmm, ils le mettent, il retire son maillot, donc il devient Hall of Famer au Madison Square Garden. c'est Et ça. juste pour revenir un peu sur l'ensemble de sa carrière, c'est quand même, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je pense qu'il y aura un épisode par rapport à ça. Il gagne quand même deux médailles olympiques, deux médailles d'or olympiques Tout à fait. dans sa carrière. Bah, un en 84 quand les pros n'avaient pas encore droit d'y aller, donc c'était que des joueurs universitaires, Tout à fait. avec un certain Michael Jordan aussi, je crois, à ce moment-là, et plein d'autres C'est joueurs. ça. Et du coup, avec la Dream Team de 92, donc on l'a dit, deux finales NBA, 11 fois All-Star, rookie de l'année, 6 fois dans la seconde team, une fois dans la first team en 90, l'année où donc il est à 28 points de moyenne, trois fois dans la all second team defense. Non, franchement, il a un palmarès long comme le bras. Et pour Hmm. finir, Pat Ewing, moi personnellement, je le mets dans mon top 3 des meilleurs pivots de l'histoire. Parce que il y a même des mecs comme Shaq qui s'inspirent de lui, qui disent que c'est vraiment bah, un modèle. Aussi bien aussi. Et c'est quand tu vois le mec jouer, défensivement il était puissant, offensivement il avait des bonnes mains,
Il avait un petit shoot à mi-distance au fil des années. Et pour moi, personnellement, c'est une véritable légende sur le poste 5 en NBA. Troisième quand même. Ouais, moi, je le mets dans mon top 3. Personnellement, je le mets Ouh. quand même dans mon top 3. Ok, ok. Genre, tu le mets par exemple devant un Robinson. Ouais, moi, je le mets devant Robinson. Ouais. Ok. Mais moi, c'est que perso. Hein, c'est perso. Je trouve Précise bien, parce que sinon tu vas te faire défoncer. par qui. Franchement, moi, je trouve qu'il y a débat. Hein, il y a débat. Moi, je trouve pas que Robinson soit plus impressionnant que Pat Ewing. Hein. Après, je suis ouvert au débat, mais en On va termes de dire que talent pur, dans l'esprit des gens, Robinson, il incarne un peu les cartons, les stats incroyables. Mais je pense qu'ils ont un point commun tous les deux, c'est que mentalement, quand ça devient chaud, après son l'aide de Tim Duncan, je pense que mentalement, quand ça devient chaud, il déjoue. Tu vois, le match où il devient le pantin d'Hakeem Olajuwon, euh, je pense que même lui-même, il doit encore y repenser à ce match. Il doit se dire, putain, le mec, il m'a fait salade tomate oignon, quoi, quand même. ah non, il a pris des caissons. Hein. Il a pris des caissons terribles. Hein. Donc, Toi, du coup, Polo, bah tiens, pour terminer, ça va être le dernier mot, va falloir quand même qu'on clôture. Toi, tu le placerais où, toi, justement, Pat Ewing? Parmi les pivots. parmi les pivots, moi, je le mettrais en 4-5, 4-5, ouais, 4-5, parce qu'il est quand même, il est quand même au Hall of Fame. Le maillot a été retiré. On va dire que c'est quand même, comme l'a dit Mapenda, c'est quand tu penses à New York, tu penses à Ewing qui lève les bras et qui dit c'est ma ville, tu vois. Donc Mhm. pour moi, c'est une figure emblématique. On peut pas passer à côté. Si tu es fan des Knicks, si t'as pas eu des histoires sur Pat Ewing et tout ça, c'est compliqué. Donc pour moi, ouais, je le mets en 4-5. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un joueur, c'est un élémentaire, quoi. On peut pas passer à côté. Je, bon, je vais me faire insulter, je sens par ma penda, mais moi, je le mets. Pouf! Moi, franchement, Sérieux? Pat Ewing, je pense que je le mets genre 7 ou 8. Hein. Et tu peux juste me citer quelques noms avant que je rigole un coup? Alors, comme ça, qui me viennent direct de tête. Karim Abdul-Jabbar, Will Ah, c'est vrai. Chamberlain, Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, euh, ouais, Bill Russell. Ah, c'est vrai, Euh, Bill Russell, c'est vrai, c'est vrai. euh, Moi, je mets quand même David Robinson devant, parce qu'il a quand même aligné de sacrés stats de porc. Ouais, Et en plus, il est MVP. Il a été MVP. Et je mettrais quand même peut-être un Moses Malone aussi, je pense. Ouais. Après, oui, vu comme ça, oui. Mais après, moi, je me base sur les mecs que j'ai vu jouer, tu vois. Ouais, Et ouais, ouais. sur la période qu'on traite, moi, je suis désolé, hein, les Will Chamberlain, les Bill Russell, un respect, hein. Mais à l'époque, il jouait contre des mecs qui allaient faire de la plomberie après les matchs. Je suis désolé. Hein. Et quand on regarde les vidéos de ces mecs-là, j'ai l'impression qu'ils jouaient que contre des nains, tu vois. Et après, Ewing, il faut voir aussi dans quel contexte il joue. C'est l'âge d'or de la NBA des années 90. L'adversité, elle est beaucoup plus forte, tu vois. Et moi, je pense qu'il n'a pas été entouré pareil que les autres, c'est que, vrai. que un Abdul-Jabbar. Il joue quand même avec un Magic, tu vois. Il joue quand même avec un Magic Johnson. Donc voilà, moi, il y a tout ça qui fait que Pat Ewing, moi personnellement, je le sors pas de mon top 3. Hein. Après, je comprends, tu vois, quand tu me cites les mecs que tu m'as cités, mais Hmm. pour moi, le contexte, il joue quand même pour beaucoup. Tu Bah écoute, je pense que le mieux pour avoir aussi l'avis de chacun, on posera la question directement sur les réseaux sociaux. Exactement. Et, et on verra ce qu'on dira. Il y en a peut-être qui diront 4, mais le chiffre favori de notre cher Damas national. Mais voilà, on vous laissera, tenez, oui, chers auditeurs, on vous laissera justement nous dire ce que vous pensez du cas Pat Ewing et où est-ce que vous le classez dans le classement all-time des pivots.